On démarre la deuxième conférence du professeur Robert. Merci. Bon, donc on m'a demandé de vous parler de la quantification de la charge de travail, de la programmation de l'entraînement. Donc déjà le titre, moi ça me faisait peur au départ de devoir parler de ça, donc j'espère que ça vous fait pas trop peur. Vous inquiétez pas, je vais pas vous parler de maths ou d'informatique, hein, j'en serais bien totalement incapable. Voilà. Donc, on l'a vu avant, hein, il est nécessaire d'entraîner suffisamment pour améliorer les qualités du cheval, le préparer aux efforts de la compétition. Le risque derrière tout ça, c'est d'avoir ce qu'on va appeler du surentraînement, des contre-performances et des blessures. Donc, le but, c'est de prévenir tout ça. On est dans la session bien-être, donc pour éviter d'avoir des accidents. Et donc ça va se faire au quotidien sur chaque séance de travail. Il va falloir aussi gérer la fatigue, gérer la récupération. Je vous ai dit, on a besoin vraiment de ces étapes de récupération pour que l'organisme se régénère et puis reparte sur des bonnes bases et puisse progresser. Donc tout ça va passer par l'enchaînement des sessions de travail pour faire en sorte que le cheval il arrive au mieux de sa forme sur l'échéance qui est prévue. Donc vous retrouvez en sous-jacent, c'est tous les termes qui sont dans le titre de la présentation, charge de travail, quantification de l'entraînement et programmation. Voilà, donc je vais vous parler successivement de l'un et l'autre. Je vais essayer de ne pas être trop pénible parce que c'est quand même un petit peu théorique et puis on terminera par des applications pratiques. Donc on va commencer par la quantification de la charge d'entraînement. Alors la charge d'entraînement, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est le poids du travail sur un athlète. C'est constitué des exercices, des situations qui vont être engendrées par l'effort. Et en fait, c'est constitué de 4 éléments. C'est assez intuitif, bien évidemment. C'est l'intensité de l'exercice, c'est aussi sa durée, leur fréquence et puis la spécificité des exercices. Qu'est-ce qu'on fait comme type d'exercice ? Alors la charge, on la définit aussi de deux façons. On va définir la charge externe, c'est-à-dire ce qu'on va appliquer au cheval. Donc ce qu'on peut mesurer objectivement, donc on en revient à ce qui était précédemment, la distance, la durée, la vitesse du travail, le nombre de sauts. Bien sûr, tout ça, ça dépend de la discipline qui est pratiquée. Mais ça, c'est intéressant, mais ça ne dit pas comment notre cheval, il le supporte. Ce qui est intéressant, c'est la charge interne, c'est-à-dire la réponse physiologique et psychologique de l'organisme à la charge externe. Alors, ça peut se mesurer objectivement, par exemple la fréquence cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire. On peut faire des prélèvements biologiques, les mesurer les lactates sanguins, les enzymes musculaires. Et puis, on peut utiliser des mesures subjectives, notamment ce qu'on appelle la perception de l'effort. Alors, la perception de l'effort, c'est facile quand on demande à un athlète, après un sprint, de dire ça t'a paru difficile ou ça t'a pas paru difficile. Pour le cheval, on ne peut pas lui demander t'as trouvé ça dur ? Donc, c'est bien sûr le cavalier qui va dire j'ai trouvé que la séance elle était plutôt facile ou elle était plutôt difficile. Il y a encore très très peu de données chez le cheval. Je sais qu'il y a une équipe qui travaille dessus en France. On n'a pas toujours une très bonne corrélation entre ce que nous en tant que vétérinaires et physiologistes on a pu mesurer au niveau des paramètres physiologiques et puis de l'autre côté entre ce que le cavalier nous a dit. Il y en a qui sont assez bons et puis il y en a qui sont un petit peu moins bons, où il y a des chevaux qui sont trompeurs aussi. Voilà, donc un exemple de paramètres qui influencent la charge externe pour le cheval de saut d'obstacle, ça va être le nombre de sauts, ça va être la forme des sauts qu'on va demander, ça va être la période de récupération entre chaque saut ou chaque enchaînement, ça va être le type de séance, ça va être la forme des obstacles, voilà, il y a plein de choses, et puis vous pouvez décliner ça dans chaque discipline, vous ressortez les présentations de Galou, il a fait ça pour le cheval de dressage, pour le cheval de concours complet. Alors, bien sûr, il va y avoir la charge de la séance, mais ça va se décliner au quotidien, et puis ça va se décliner d'un jour sur l'autre. Donc, au quotidien, il faut penser qu'il y a ce qu'on va faire au cheval, mais il y a aussi ce qu'on va lui faire non monter. Donc, ça peut être lui faire du marcheur, ça peut être le temps qu'il va passer en extérieur. Donc, tout ça, ça joue aussi sur la charge quotidienne d'activité du cheval.
Donc ensuite, un paramètre qui est utilisé chez l'athlète humain, c'est ce qu'on appelle le ratio de charge entre la charge aiguë. Alors la charge aiguë, c'est celle qui vient de se passer, donc en général on va prendre la dernière semaine, et puis la charge chronique, donc ce qu'on a imposé sur les 4 semaines précédentes. Et ça, c'est intéressant parce que chez l'athlète humain, on sait que si le ratio de charge dépasse 1,5, c'est-à-dire si sur la semaine qu'on vient de faire, on a augmenté la charge de plus de 50% par rapport au mois précédent, eh bien, il y a une forte augmentation du risque de blessure. Alors, ça se traduit par une courbe comme ça. Donc ici, vous avez le ratio de charge, vous avez le 1 ici. Alors, si la charge n'est pas insuffisante, bien évidemment, si vous emmenez un cheval en compétition et qu'il n'a rien fait avant, vous avez des risques aussi. Mais c'est surtout ici que c'est important, puisqu'en entraînement, on va augmenter en général la charge pour arriver à la compétition. Donc, si on dépasse les 1,5, eh bien, on sait qu'on a une zone de risque qui est majorée. Donc, chez l'athlète humain, on a un principe qui est le principe de progressivité de la charge, augmenter très très progressivement ce qu'on impose à l'athlète. Chez le cheval, il y a une étude assez récente. Chez les chevaux de concours complet, ils ont suivi des chevaux pendant 2 ans et puis ils ont regardé aussi ce qui se passait si on augmentait la charge et par rapport au risque de blessure. Et on retrouve exactement la même valeur. Si vous regardez ici le ratio de charge, si vous regardez ici le risque de blessure, eh bien vous voyez que l'asymptote de la courbe, l'orientation de la courbe, elle change dès qu'on dépasse ce 1,5. Donc, bon, c'est qu'une étude. Chez le cheval, il n'y a pas grand-chose, mais on peut se dire qu'on ne doit pas être loin du vrai si on se base sur ce qui existe chez l'athlète humain. Donc, globalement, on a une courbe en cloche qui nous dit, voilà, j'ai la charge. Ici, j'ai une charge qui augmente. Je commence mon entraînement et puis j'augmente petit à petit. Et puis, j'arrive à un point de rupture où, si je continue à augmenter la charge, eh bien, je vais avoir des risques de sous-entraînement. Ici, vous avez la courbe de blessure qui est totalement inversée. Donc, ici, je suis bien. Voilà, c'est la charge optimale. Ici, c'est pas suffisant. Et ici, c'est trop. Voilà, donc on a 3 zones de ratio de charge. Une charge insuffisante, ce qu'on appelle le sous-entraînement. Bon, on va commencer par ça en début de saison, mais après, il faut aller plus loin. Une charge optimale, où on a un risque qui est minimisé. Et là-dedans, on va la diviser en 2 parties. Une charge de développement, donc on continue d'augmenter et on va chercher des modifications de l'organisme. Et puis, quand on est arrivé en haut, là, le but, c'est de rester le plus longtemps possible en haut de notre courbe. Et donc, c'est ce qu'on appelle la charge de consolidation. On va essayer de stabiliser ce qu'on a obtenu et d'entretenir les transformations obtenues sans retomber dans le sous-entraînement et sans tomber dans le surentraînement. Et là, c'est pas facile. Et puis là, on a la charge excessive, on a une fatigue et un surentraînement qui s'installe. Voilà. Alors, à quoi ça sert tout ça Quand on quantifie l'entraînement, ça permet de voir si on a une bonne adaptation entre ce qui était prévu, ce qui est réalisé par le cheval. Donc, on va essayer de comparer la charge externe, la charge interne. On peut mettre aussi le ressenti par le cavalier pour voir si ce qui est fait, ça correspond à ce qui était attendu. Ça va permettre de faire un suivi au cours de la saison. Alors, si je mesure la charge, si je vois comment le cheval répond, voir si il répond correctement par rapport à lui-même et aussi par rapport aux autres chevaux, si j'en ai plusieurs ou s'il y en a plusieurs dans l'écurie qui sont dans une équipe, par exemple. Est-ce que c'est en cohérence avec les objectifs sportifs? Et donc, tout ça, le but, on est dans le bien-être, c'est de prévenir les risques de blessures qu'on a systématiquement lors de sous-entraînement ou de surentraînement. Et puis adapter la planification des entraînements et des compétitions à tout ça. Alors, comment est-ce que je vais faire? Alors, bien sûr, ça va dépendre de la discipline, ça va dépendre du niveau de performance, ça va dépendre du matériel qui est disponible. Mesurer la durée, l'intensité du travail tous les jours. Ça peut être mesurer la vitesse. Vous pouvez utiliser le chronomètre, le GPS. Bon, ça dépend de l'activité. La fréquence cardiaque. Bon, vous savez qu'il existe des cardiofréquencemètres. Alors, c'est assez facile à utiliser. Maintenant, on a des systèmes qui associent GPS et cardiofréquencemètre. On peut aussi évaluer la locomotion. Maintenant, vous avez des systèmes, vous avez
cardio, vous avez vitesse, et puis vous avez des accéléromètres, et ça va vous donner le temps passé dans chaque allure, ça va vous donner la régularité du cheval, ça va vous donner sa symétrie, et puis on peut combiner tous ces paramètres. Voilà. Bon, moi, en endurance, j'aime bien la fréquence cardiaque, mais c'est aussi le paramètre qui est le plus utilisé depuis très longtemps dans toutes les disciplines. Bon, juste pour vous montrer ici sur des chevaux d'endurance, c'était des jeunes chevaux, on leur avait fait un test d'effort, une séance de galop, on leur avait dit, bah voilà, vous calez, le cheval il est bien, il est à peu près entre 130 et 140 de fréquence cardiaque. Ça, c'est la phase de récupération qui est mesurée par le cardio-fréquence-mètre. Donc là, ils étaient au trot, hein, une récupération active d'une dizaine de minutes, et puis après, ils décellaient, on continuait de mesurer la fréquence cardiaque. Voilà, vous avez 3 chevaux, vous avez un cheval qui récupère très très vite, voilà, au bout de 5 minutes, hein, il est déjà sur une fréquence cardiaque de repos. Vous avez un cheval qui récupère un petit peu moins vite, et voilà, mais au bout de 10 minutes, là aussi, hein, il a récupéré une fréquence cardiaque qui était bien. Et puis, vous avez un cheval qui récupère beaucoup, beaucoup plus lentement. Hein. Vous voyez qu'à 20 minutes, il a toujours une fréquence cardiaque qui est au-dessus des 60 battements par minute. Alors, sur nos courses d'endurance, hein, ça, c'est éliminatoire. Voilà, donc ils avaient fait, c'était des chevaux qui étaient théoriquement au même niveau d'entraînement, et vous voyez qu'on a 3 chevaux qui réagissent complètement différemment. Alors là, il y avait un cardio-fréquence-mètre, mais si j'avais mis mon stéthoscope ici, hein, vous avez vu qu'avec un stéto, sur 15 secondes, je vois que les 3 chevaux, ils ne sont pas du tout au même niveau. À 10 minutes, là aussi, ils ne sont pas du tout au même niveau. Donc j'ai une idée de la charge que j'ai imposée à ces 3 chevaux-là, de voir comment est-ce que chaque cheval l'a supporté. Voilà. Alors, après, on peut bien sûr développer des tests d'effort standardisés. Ici, c'est pour vous montrer sur des chevaux de saut d'obstacle. Hein. Là encore, c'est une étude récente qui a été faite au Québec. Donc, ils ont imposé 3 vitesses de galop. Hein. Alors, 5 mètres secondes, c'est vraiment très, très tranquille. Je ne suis même pas sûre qu'ils étaient tous au galop à cette vitesse-là. 8 mètres secondes, 11 mètres secondes. Et donc, à chaque fois, ils ont mesuré la fréquence cardiaque par rapport à la vitesse. Et vous voyez que sur leur groupe de chevaux, eh bien, on a des chevaux qui réagissent très très différemment, avec des chevaux qui ont une fréquence cardiaque beaucoup plus élevée que les autres. Donc c'est là, ça nous permet... Alors eux, ils ne sont pas sur la 160 ou la 180, ils sont sur la V170, ils sont entre les deux. Voilà, hein, le but recherché, c'est... voilà, on compare ici, donc avec un cheval qui était visiblement bien mieux que l'autre. Voilà. On en arrive à la deuxième partie de la présentation, qui est donc la programmation de l'entraînement, qui va se décliner en séances de travail, puis en différents cycles de différentes tailles pour arriver jusqu'à la planification de l'entraînement. Voilà. L'entraînement, on peut le structurer très schématiquement avec l'exercice. Hein. Il y a quelqu'un qui m'a demandé tout à l'heure la différence entre l'exercice et l'entraînement. Voilà, l'exercice, c'est ce qu'on va faire à son cheval sur une courte durée. Dans une séance, eh bien, on va associer plusieurs exercices, hein, et c'est là-dessus qu'on va calculer la charge de l'entraînement chaque jour. Voilà. Et puis les séances elles-mêmes vont être associées en microcycles sur plusieurs jours, puis en mésocycles sur plusieurs semaines, qui eux-mêmes vont se décliner en macrocycles sur plusieurs semaines à plusieurs mois. Et puis on va arriver à une planification annuelle qui est la saison sportive. Et puis on peut avoir un plan de carrière. Hein. Par exemple, vous prenez votre jeune cheval et puis vous dites, bah voilà, moi mon objectif c'est de l'amener à tel niveau. Donc ça se décline sur plusieurs années. Voilà, donc je vais vous détailler un petit peu tout ça. Alors il y a des choses, vous allez me dire, bah oui, on sait faire. Hein. Je ne vais pas vous parler de l'exercice parce que ça c'est vraiment très discipline dépendant. Je vais commencer par la séance. Alors ça, la séance, en principe, vous connaissez tous. Hein, dans tous les centres équestres, hein, on a travaillé sur des séances d'équitation. Mais il y a des choses qui peuvent parfois être oubliées dans la séance. C'est-à-dire que la séance, elle va se préparer quand vous travaillez votre cheval. C'est-à-dire qu'on va faire le bilan du dernier travail ou de la dernière compétition et puis on va se fixer des objectifs pour cette séance. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Cette séance, ça va se décliner par tout d'abord une période d'échauffement, puis le corps de la séance, qui va être l'enchaînement des exercices. Et puis, à la fin de la séance, je vais avoir une phase de récupération. Et puis, il va y avoir le retour au calme. Et puis, on va faire le bilan de la séance. Hein, et donc, ce qui va nous permettre de repartir sur la séance suivante. Se dire, bah, voilà, qu'est-ce que je vais faire la prochaine fois? Comment est-ce que ça s'est passé? Et est-ce que je continue par rapport à ce que j'ai fait ou est-ce qu'il faut que je change les choses?
Voilà, exemple de différents types de séances sur lesquelles je vais pouvoir quantifier l'activité, hein, donc pour des chevaux de sport, hein, voilà, donc avec différentes allures, différentes vitesses, ce qui va correspondre à différentes activités cardiaques, hein, si vous mettez un cardio-fréquence-mètre, différentes durées, et puis ce qui est recherché théoriquement au niveau de la lactatémie, hein, donc est-ce qu'on travaille uniquement en aérobie ou est-ce qu'on risque de passer un petit peu en anaérobie. Voilà. On en arrive ensuite au microcycle, qui est un regroupement homogène de séances d'entraînement, alors sur plusieurs jours, entre 4 et 14. Bon, pour simplifier, en général, on fonctionne sur une semaine. Donc avec des microcycles qui ont une dominante de travail en fonction de l'objectif qui est poursuivi. Donc quand on va reprendre l'entraînement, eh bien, on va avoir des microcycles qui ont différents objectifs. On va avoir la reprise, hein, avec un faible niveau de sollicitation. Donc là, on est en sous-entraînement, bien évidemment. Et puis ensuite, on va avoir des microcycles de développement. On augmente progressivement la charge de travail. Le microcycle d'affûtage, c'est-à-dire que là, je suis arrivée à un certain niveau de travail et je vais diminuer le travail, mais je vais chercher à stabiliser ce niveau de forme que j'ai obtenu. Puis une période de récupération, et puis on a bien sûr des microcycles de compétition. Voilà. Pas oublier, hein, dans vos microcycles qu'on ne reprend pas tout de suite très rapidement, hein, la reprise, et puis à la fin, on a une période de récupération, hein, toujours ce principe qu'après un gros travail, eh bien, il faut que je récupère, il faut éliminer la fatigue qui s'est accumulée. Voilà des exemples en concours complet, hein, c'est toujours Galou, j'ai oublié de le marquer, qui a défini ça. Donc, en fonction de l'intensité et du volume de travail, vous allez chercher soit à maintenir l'intensité et augmenter le volume. Les cycles de développement en volume, on reste sur la même intensité. Les cycles de développement en intensité, on est sur une intensité qui est augmentée, mais un volume qui est constant. Bien sûr, on ne va pas associer les deux en même temps, hein, c'est soit l'un, soit l'autre. Ça ne peut pas être les deux, sinon vous allez tout casser. Le cycle d'affûtage, on diminue très fortement le volume. Et puis la récupération, on est sur quelque chose de très très faible. Bien sûr, la compétition, vous avez les deux, mais c'est sur une très faible durée. Voilà. Le principe, c'est que chaque exercice, ici on est sur des séances, bien sûr, va augmenter l'aptitude, mais va provoquer de la fatigue. Hein, vous avez ici la courbe de fatigue. Et donc, d'une séance à l'autre, on augmente, mais à la fin, il faut diminuer ou rester sur le même niveau pour faire en sorte que la courbe de fatigue diminue, ce qui va permettre la performance. Le but du jeu, c'est vraiment d'arriver avec un cheval qui est au maximum de son potentiel, mais qui n'est pas fatigué pour permettre le maximum de performance. Bon, vous avez compris, hein, après le microcycle, on a le mésocycle, qui va toujours être organisé pareil. Donc, on a plusieurs microcycles à l'intérieur. Et donc, on va retrouver une organisation rationnelle des différentes phases de développement, d'entretien et de récupération. Voilà, donc on retrouve notre mésocycle, donc avec différentes semaines. Hein, voilà, donc c'est un ensemble de microcycles. Et petit à petit, eh bien, on augmente l'intensité sur les différents microcycles. Et vous voyez que le dernier microcycle, ou la dernière semaine, en l'occurrence ici sur cet exemple, hein, mais ça peut être une durée plus courte ou plus longue pour les microcycles, elle va toujours être plus facile que les précédentes. Pour pouvoir capitaliser les effets de l'entraînement, permettre à l'organisme de récupérer et d'être plus performant, soit sur le mésocycle suivant, soit sur la phase de compétition. Voilà. Et donc, on en arrive au macrocycle, où là, on est sur des cycles qui sont plurihebdomadaires ou plurimensuels et qui vont englober plusieurs mésocycles, toujours avec cette variation ondulatoire des charges d'entraînement. Donc, on va retrouver la même chose sur nos macrocycles, avec un macrocycle de préparation, des macrocycles de compétition et puis des macrocycles de récupération qui vont permettre à l'organisme de se reposer, de se régénérer physiquement et mentalement à la suite de la compétition.
Voilà. Alors, le macrocycle de préparation, hein, là aussi, on va retrouver deux orientations. Hein. Un macrocycle de préparation générale, hein, où on sollicite de plus en plus l'organisme, et puis un macrocycle qui est spécifique, dont l'objectif est de maintenir le niveau de compétition, le niveau de condition, en fonction de ce qui est demandé pour la compétition, hein, mais on ne va pas augmenter l'intensité. Voilà, donc là, on est vraiment sur des périodes qui sont beaucoup plus longues pour le macrocycle. On va quasiment faire toute l'année, hein, et on pourrait mettre ici, derrière, on a un macrocycle de repos, de récupération. Voilà. Donc une saison sportive, globalement, hein, ça comprend 1, 2 ou 3 macrocycles selon la discipline. Donc on va parler de périodisation simple quand il y a un macrocycle, double ou triple quand il y en a 3. Bon, en général, on ne va pas plus loin que 2 ou 3. Voilà. Et donc la programmation de l'entraînement, hein, c'est ce cycle annuel d'entraînement, l'enchaînement de tout ça, on arrive sur le plan annuel, dont le but est de gérer la forme sportive pendant une saison sportive complète. Voilà. Donc avec ces 3 phases à l'intérieur, hein, qui correspondent à nos 3 macrocycles globalement, hein, acquisition, stabilisation, puis perte momentanée de la forme sportive. Donc maintenant, comment ça va se décliner? Eh bien, on va se décliner ça par rapport à des objectifs pendant la saison sportive. L'objectif principal, c'est l'objectif de l'année. Alors bien sûr, en fonction du niveau, ça ne va pas être le même. Hein. Ça peut très bien être pour un cheval de loisir, simplement de progresser par rapport à son niveau de dressage, par rapport à la durée des sorties, par exemple. Et puis à haut niveau, ça va être le championnat, ça va être le championnat d'Europe, ça va être les Jeux Olympiques, ça va être une qualification pour l'année suivante. Et puis on va avoir des objectifs intermédiaires, hein, qui vont être des épreuves de niveau moindre, qui vont être des épreuves de sélection, par exemple si on est à l'échelle d'une équipe régionale ou d'une équipe nationale, ou des objectifs de qualification pour pouvoir participer aux épreuves suivantes. Voilà. Alors, un exemple de programmation de l'entraînement, ici, c'est donné par Patrick Gadoulou sur un cheval de concours complet. On va tout d'abord avoir une phase préparatoire, hein, mise en condition générale, donc sur une intensité qui est relativement modérée, puis des phases de développement avec une préparation physique et une préparation technique. Ensuite, on va avoir une phase de restauration, hein, où on va laisser le cheval récupérer après les compétitions intermédiaires. Donc ici, on peut avoir une compétition de petit niveau et puis ici, une compétition un petit peu plus élevée. Ça peut être une épreuve de sélection, par exemple. Ici, on va laisser le cheval se reposer. Alors, se reposer, c'est pas ne rien faire. Hein. Il peut passer quelques jours au paddock après la compétition, mais derrière, on ne va pas le laisser au fond du pré et pas s'en occuper. On va reprendre un travail. Vous voyez qu'ici, on est à un niveau qui est au-dessus de la phase préparatoire, mais qui est moindre que la phase de développement. Et puis ensuite, on va repartir en vue de l'objectif final, hein, avec une 3e phase de développement et puis une phase terminale par rapport à l'objectif terminal. Et puis derrière, on va laisser le cheval récupérer. Bon, vous allez me dire, voilà, c'est bien beau tout ça, mais c'est assez théorique. Comment je fais en pratique maintenant ? Donc le principe général, ça va déjà être de se fixer des objectifs par rapport à la discipline, par rapport au niveau de votre cheval, par rapport à la capacité de votre cheval. Ensuite, ça va être d'établir le calendrier, de regarder par rapport au calendrier de concours lesquels vous souhaitez faire. Et ça va vous déterminer vos macrocycles, globalement. Et puis enfin, on va décliner le programme des mésocycles et des microcycles par rapport à tout ça, les séquences d'entraînement. Et on va le mettre en œuvre. Et quand vous allez le mettre en œuvre, eh bien, il va falloir évaluer la charge d'entraînement, il va falloir la mesurer. Et j'aime bien, en fonction, bon, je pense que vous connaissez tous hein, ce principe-là, hein, la démarche PDCA, Plan, Do, Check, Act, c'est-à-dire qu'est-ce que je prévois de faire? Qu'est-ce que je fais? Je vais contrôler ensuite ce que je fais. C'est-à-dire que je vais évaluer la réponse de mon cheval par rapport à ce que je lui ai demandé. Est-ce qu'il répond comme je m'y attendais ou pas?
Et en fonction de ça, eh bien, est-ce que je peux continuer sur mon plan d'entraînement ou est-ce qu'il va falloir que j'adapte le programme d'entraînement? Ou est-ce qu'il y a des aléas qui vont faire que ça ne se passe pas comme je le souhaite et il faut que je modifie? Donc, il faut sans cesse être dans cette activité-là. Alors, comme moi, je connais bien le milieu de l'endurance, je vous ai mis un exemple de programmation en endurance. Voilà. Donc, si on se base sur un plan habituel, hein, les compétitions importantes, elles vont se situer souvent fin d'été à l'automne. Et puis, on va avoir des épreuves de sélection ou des regroupements qui vont se passer au début juillet. Donc ça, c'est l'objectif principal, il est ici. Là, on va avoir un premier objectif intermédiaire. Souvent, on a une épreuve de sélection qui est sur la même distance que celle-ci au mois de mai. Et puis, on va avoir une autre épreuve en début de saison pour remettre le cheval dans le cycle de compétition. Donc ça, c'est nos objectifs intermédiaires. Voilà. Donc ça va me décliner mes macrocycles. Je vais avoir des macrocycles de préparation et puis mes macrocycles de compétition. Et puis enfin, j'ai ma période de récupération hein, qui coïncide avec l'automne et l'hiver. Voilà. Ça va me décliner mes mésocycles. Hein, donc ici, ça peut être des mésocycles de 3 semaines. Alors, je vous les ai mis de couleur croissante, hein, mais bien sûr, la couleur, elle n'est pas la même. Hein, systématiquement, ça finit par une période de récupération. Et puis derrière, vous allez avoir vos microcycles. Voilà. Donc, le principe, c'est toujours l'augmentation progressive de la charge d'entraînement et puis une période de récupération à la fin de chaque cycle. Alors, sur les microcycles, le principe traditionnel, souvent, c'est d'augmenter la charge d'entraînement. Maintenant, on va plus être sur ce type de charge, c'est-à-dire qu'on a d'abord des charges qui sont faibles, et puis on va augmenter. Alors ça, c'est toujours décliné par Galou sur le cheval de complet, hein, mais vous pouvez l'adapter à d'autres disciplines, avec des cycles d'intensité plus élevés. Et puis entre les deux, on va revenir à des cycles techniques d'intensité moindre, et puis on termine toujours par une phase de récupération. Voilà. Le principe aussi, c'est de varier les séances, de ne pas faire toujours la même chose. C'est très intéressant, c'est une étude qui est plus si récente que ça maintenant, qui a été menée sur des chevaux de saut d'obstacles et de dressage dans 3 pays européens. Et ils ont suivi pendant 2 saisons de compétition et puis ils ont regardé ce que faisaient les chevaux au quotidien, la durée, le type de sol. Donc ils ont vraiment enregistré la quantité de travail et puis ils ont relevé les problèmes de santé sur les chevaux. Et donc, vous voyez qu'il y a quasiment la moitié des chevaux qui ont été concernés par des problèmes de santé et qui ont été arrêtés. Alors ça, c'est ce qu'on retrouve hein, dans toutes les disciplines. Quand j'ai participé au suivi des chevaux de l'équipe de France d'endurance, hein, on en a eu à peu près la moitié sur 2 saisons qui ont été arrêtés. La grosse majorité chez le cheval, hein, on est toujours sur des problèmes de boiterie. Bon, derrière, on a des problèmes respiratoires, mais dans la majorité des cas, c'est de la boiterie. Et dans 2 tiers des cas, c'était des boiteries chroniques. Hein, donc, c'est des problèmes qui reviennent. Et donc, ils se sont aperçus que si on comparait les chevaux-là par rapport aux chevaux qui allaient bien, qui n'avaient pas été arrêtés, le facteur de risque, c'est des chevaux qui étaient hors pot, donc qui avaient été très longtemps arrêtés, alors souvent pour des problèmes de santé antérieurs. Mais donc là, vous voyez, on était sur du sous-entraînement. Des chevaux âgés, là aussi, hein, les problèmes, ils s'accumulent au cours du temps, bien évidemment. Un historique de boiterie. Et ce qui est intéressant, c'est là, c'est les chevaux qui sautaient le plus, eh bien, ils avaient beaucoup plus de problèmes que ceux qui sautaient très très peu. Un élément qui apparaissait protecteur, hein, vous voyez, avec un facteur de risque qui est divisé par 8, hein, c'est énorme, c'est la variation dans les activités pratiquées. C'est-à-dire que les chevaux qui sortaient en extérieur, qui avaient beaucoup de travail sur le plat et qui sautaient quasiment pas, en gros, ils sautaient peut-être une fois par semaine, et puis les séances de saut, c'était principalement en compétition, eh bien, ils avaient beaucoup moins de risques que les chevaux qui sautaient plusieurs fois par semaine. Et tout ça, c'est lié au fait que plus on saute, plus on accumule des charges et plus il y a de risques de boiterie, bien évidemment. Comment est-ce que vous allez mesurer la charge de travail? Il va falloir choisir les outils que vous allez utiliser, la fréquence d'évaluation. Donc tous les jours, vous pouvez noter ce que vous avez fait, vous pouvez noter la durée, l'intensité de la séance. Vous pouvez mesurer les paramètres physiologiques. Je pense que ça ne sert à rien de le faire tous les jours, vous embêtez pas. Mais par contre, choisissez un exercice type
que vous faites une fois toutes les semaines ou une fois tous les 15 jours. Le même exercice, dans les mêmes conditions, parce que sinon vos paramètres physiologiques qui sont extrêmement dépendants des conditions extérieures. Si vous le faites un jour où il fait frais, un jour où il fait chaud, ça ne va pas donner la même chose. Si vous le faites le matin, si vous le faites l'après-midi, vous n'allez pas mesurer la même chose. Donc faites-le vraiment sur un exercice type, et là vous allez pouvoir mesurer la fréquence cardiaque, vous allez pouvoir mesurer ce que vous avez, la régularité des foulées, la fréquence des foulées. Et puis, en début, en phase de développement, eh bien, vous allez pouvoir faire un test d'effort standardisé. Alors, ça peut être le même, mais ce que j'inclus dans test d'effort standardisé, c'est souvent quelque chose qui est un petit peu plus difficile pour le cheval, qui le met un petit peu plus dans le rouge. Ensuite, il va falloir enregistrer. Bon, j'ai trouvé ça sur Internet, c'est mignon, le petit carnet d'entraînement, mais c'est pas nul. C'est pas nul parce que ça permet d'enregistrer. Il y a beaucoup de cavaliers, même à très haut niveau, qui n'enregistrent pas du tout ce qu'ils font. Et puis quand vous lui demandez qu'est-ce qu'il a fait et comment ça a changé par rapport à l'année dernière, par exemple, la mémoire, elle a ses limites aussi. Donc, c'est déjà un bon début. Après, vous avez le tableur. Moi, j'aime bien parce que moi, je suis une scientifique et qu'à partir de là, je vais pouvoir faire plein de calculs. Mais c'est très intéressant et c'est très utile, mais ça peut être très lourd aussi. Donc, et puis maintenant, vous avez plein d'applications qui sont liées à plein d'objets connectés. Bon. Vous faites comme vous voulez. L'avantage de ça, c'est que ça vous donne plein de choses et que ça vous quantifie directement l'activité. L'inconvénient, c'est que c'est souvent un petit peu une boîte noire et puis vous sortent des calculs au bout et vous ne savez pas trop le détail de ce qu'il y a dedans. Bon, vous choisissez ce que vous voulez. L'essentiel, c'est de le faire de manière régulière. Voilà. Les tests standardisés, ça va vous permettre de voir si ce que vous avez fait, ça a porté ses effets. Alors, ça peut être simplement sur du geste de la locomotion. Pour un cheval de dressage, ça peut être pour dire, est-ce que maintenant, mon cheval, il sait faire ce que je m'attendais à lui avoir appris? Est-ce qu'il y a une attitude correcte, la bonne coordination avec le cavalier? Est-ce que mes paramètres physiologiques se sont améliorés? Donc, la V160, la V180. En endurance, on a le temps de récupération cardiaque, puisque voilà, je vous ai montré tout à l'heure, est-ce qu'après mon effort standardisé, mon cheval a récupéré correctement? Est-ce qu'il a mieux récupéré que sur la séance avant cet entraînement? Est-ce que ma vitesse de lactate, si je fais des prises de sang à chaque palier, ma VL où j'ai l'accumulation de lactate, elle est augmentée? Et puis, on peut associer, bien sûr, un examen vétérinaire, on peut associer plein de choses sur ces tests d'effort standardisés. Ça dépend, bien sûr, du niveau de votre cheval, de ce que vous attendez de votre préparation. Bien évidemment, quand on se prépare pour les Jeux équestres mondiaux, on va avoir une préparation qui est plus fine et qui va nécessiter un suivi beaucoup plus régulier que si votre objectif, c'est simplement de sortir sur des épreuves régionales. Voilà. Sur le test d'effort standardisé, le but, c'est vraiment de solliciter l'organisme et pas de le mettre en danger. Par exemple, on s'est longtemps demandé sur les chevaux de saut d'obstacles comment est-ce qu'on pouvait faire ça. Est-ce qu'il faut leur faire enchaîner des gros trucs? Est-ce qu'il faut leur faire enchaîner beaucoup d'obstacles? Et c'est toujours notre étude canadienne qui a montré que faire enchaîner des sauts ici, alors ils avaient deux niveaux de chevaux, ils avaient des chevaux de niveau 1,10 m et puis des chevaux jusqu'à 1,40 m. Ils leur ont fait faire un parcours et puis ensuite, ils leur ont fait faire, alors pas le même jour, un test sur piste à 5, 8 et 11 mètres par seconde. Et on s'aperçoit qu'en termes de fréquence cardiaque, eh bien, le galop sur piste à 8 mètres secondes, donc c'est un galop soutenu, mais pas si pire, eh bien, c'est le même type d'effort que l'enchaînement d'obstacles. Même chose d'un point de vue accumulation de lactate. Par contre, à 11 mètres secondes, eh bien, c'est un test qui est beaucoup plus difficile. Voilà, donc pas forcément nécessaire de travailler sur l'obstacle. Et ça vous dit aussi que d'un point de vue séance d'entraînement, vous n'êtes pas obligé de sauter. Votre travail, ça peut être aussi de travailler le cheval au galop. Voilà, j'ai quasiment terminé. Je dois se rapprocher progressivement. Je termine, vous voyez, je suis arrivée à mon acte, donc il ne me reste plus grand-chose. Donc le but, c'est de vérifier maintenant, est-ce que le résultat obtenu il correspondait au résultat que j'attendais?
Si c'est ça, et bah, tout va bien, je continue exactement pareil que j'avais prévu. Ou est-ce que j'ai une différence? Est-ce que la charge réelle, elle est différente de la charge prévue? Est-ce que j'ai une modification de mon planning de compétition? Je vous ai mis là, vous les connaissez ceux-là, hein? Les 2 années précédentes, on a été bien embêtés avec le Covid et puis chez le cheval avec la rhinopneumonie, hein, qui ont fait que ça a été le gros bazar dans notre planning, hein, puisque voilà. Donc, qui nous oblige à revoir nos objectifs intermédiaires et nos objectifs terminaux. Est-ce qu'il y a des problèmes de santé de mon cheval? Donc là, il va falloir se remettre en question, il va falloir adapter le plan de la saison. Voilà. Donc la programmation de l'entraînement, je pense que c'est un petit peu comme la prose, hein. Vous en faites tous de façon plus ou moins inconsciente, mais vous n'allez pas forcément jusqu'au bout. Donc c'est une démarche intellectuelle qui est nécessaire pour chaque cavalier, qui est indispensable pour avoir un entraînement raisonné, un entraînement efficace et un entraînement respectueux du bien-être. C'est pas la peine de faire quelque chose si c'est juste pour s'amuser et sans savoir ce qu'on fait. Alors, le but, c'est de progresser, de faire progresser son cheval pour aboutir à quelque chose qui est intéressant pour le cavalier et pour le cheval, sans le mettre en danger. Voilà. Donc c'est bien sûr adapté à la discipline, c'est adapté au système de compétition et c'est adapté à son cheval, bien évidemment. C'est quelque chose qui doit être souple, qui doit être progressif et qui doit s'adapter au changement. Voilà. Chaque séance doit avoir des objectifs techniques, physiques qui sont définis, qui sont suivis. Hein, et ensuite, ça se décline tout au long de l'année. Et puis, il n'y a pas de programmation sans quantification de l'entraînement et avec à minima un suivi quotidien dans un cahier d'entraînement. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Vous avez les références bibliographiques dans les dias. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser. Oui. Merci bien. Voilà. Merci beaucoup, Céline. C'était vraiment hyper intéressant, puis pour moi, extrêmement important ce qu'elle a montré. Vraiment, beaucoup de gens oublient ça. La programmation de l'entraînement, c'est vraiment... Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, merci beaucoup et bravo pour la conférence. Je me permets d'intervenir parce que je suis un des auteurs de l'équipe Egenval et de la publication de 2013. C'est moi qui fais la partie suisse. D'accord. Alors, il y a des données que vous avez mentionnées qui ont été publiées, puis il y a des données off. Et puis dans les données off, il y a peut-être 2 choses qui sont importantes à dire ici pour l'aspect pratique. C'est que, en tout cas dans le monde du saut d'obstacle, pour arriver à haut niveau, on y arrive seulement avec un certain nombre de chevaux. Puis ce nombre de chevaux, il devient de plus en plus important. Ce qui était très intéressant de voir dans cette étude, c'est que le cavalier élite ne connaît le programme d'entraînement que de ses 4 meilleurs chevaux de pointe. Ça montre toute l'importance de la gestion à la maison. Ça montre l'importance d'avoir un manager derrière qui gère ces programmes. Parce qu'effectivement, les 4 premiers chevaux, ils savent ce qu'ils font, le reste, ils ne savent pas en termes de programmation. Puis la deuxième chose, qui est une donnée que vous avez mentionnée, mais qui n'est peut-être pas suffisamment, qui ne ressort pas forcément suffisamment de ce papier, c'est qu'en fait, la variabilité ou la variation des activités est extrêmement importante. Et quand on parle de bien-être du cheval, on s'est rendu compte qu'il y a des chevaux qui ne voyaient que des pistes en sable ou que des carrés de dressage et qui n'étaient absolument pas suffisamment à l'extérieur. Et en fait, on peut travailler du dressage ou de l'obéissance sur un chemin en forêt, etc. Et c'est véritablement là, enfin ça c'est un des points qui ressort. Qui est... Alors Thierry fera en sorte que ça continue. Merci, et merci d'avoir montré le papier, parce que c'est vraiment un papier qui est très important aujourd'hui. Merci beaucoup. J'adhère bien évidemment à tout ça, mais comment on va savoir que ce que l'on va mettre en place est adapté ou approprié? Je vois peut-être la référence à M. Gallou, parce que en l'occurrence mon cheval c'est pour du concours complet, mais comment je vais, là elle a 7 ans, comment je vais savoir que ce que je vais mettre en place est juste ou pas pour elle?
C'est là la partie où je dis il faut contrôler ce qu'on a fait. C'est tout simplement déjà par rapport à l'acquisition de la technique que vous étiez fixée. Bon, ça souvent c'est ce que les cavaliers ont au départ comme objectif. Voilà, à 7 ans, je veux qu'elle arrive à sauter tel type d'obstacle avec telle vitesse, à enchaîner comme ça. Voilà, il y a des aspects techniques et puis des aspects qui sont mesurables. Il y a aussi d'un point de vue fréquence cardiaque, on va dire voilà, par rapport à j'augmente le niveau, est-ce qu'elle tolère bien? Au début, c'est normal que j'ai une augmentation de la fréquence cardiaque, mais après, normalement, ça doit redescendre. Voilà. Et ça se mesure sur des tests d'effort standardisés. Malheureusement. Alors, les tests d'effort, il ne faut vraiment pas se dire c'est quelque chose de super compliqué à mettre en place. C'est-à-dire que souvent, on s'imagine des trucs très, très compliqués. Alors, il y a des choses qui sont décrites chez l'homme et chez le cheval avec les tests d'effort triangulaires, carrés, machin. Ça peut aussi se faire sur des séances que vous faites régulièrement. C'est là ce que je vous dis. Nous, chez les chevaux d'endurance, je vous expliquerai tout à l'heure qu'on a des séances de galop, par exemple, où on peut enregistrer tout simplement avec le cardio, le GPS. Mon cheval, je lui fais faire tel... donc ça peut être un enchaînement de cross. Voilà, sur cet exercice-là, comment est-ce qu'il a progressé? Voilà. Ou sur quelque chose qui est plus difficile, finalement, si je retrouve les mêmes paramètres, ça veut dire qu'il a bien intégré. Inversement, s'il est complètement dans le rouge, s'il met beaucoup de temps à récupérer, c'est que je suis allée trop vite pour lui. Ou qu'il n'a pas les capacités aussi, parce que c'est là aussi qu'on voit qu'il y a certains chevaux qui n'ont pas les capacités par rapport à ce qu'on leur demande et ce qu'on est escompté d'eux. Voilà. Merci.